J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique de votre serviteur, le lieutenant Sturm. Me voilà donc de retour après 15 jours de pause. On est, hélas, pas toujours maître de son calendrier. Et pour ce retour, j'avais bien envie de vous faire une chronique qui soit un clin d'œil, un hommage à Michel Chevalet, dont le célèbre « Comment ça marche ?» a ponctué les journaux télévisés des années 70-80. Les plus jeunes auditeurs iront voir sa bio, je vous rassure tout de suite. Michel Chevalet n'est pas mort et je ne vais pas vous parler du fonctionnement d'un propulseur de fusée Ariane ou de la dernière connexion d'un satellite à Mars. Non, mais l'actualité incroyablement lourde de ces dernières semaines m'a fait m'interroger sur plusieurs points qu'il me paraît important de vous livrer. Et plutôt que de me dire comment ça marche, je me suis demandé tout simplement à quoi ça sert. Et je vous propose donc de passer en revue avec moi 2 ou 3 thèmes au tamis de ce fameux « à quoi ça sert ?» Et pour commencer, première question, à quoi ça sert un migrant ? Alors, évidemment, on ne reviendra pas sur ce terme biscornu dont on sait toute l'ambiguïté. Oui, à quoi ça sert ces millions d'immigrés arrivés en Europe depuis des mois ? Et qui, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, s'ajoutent aux dizaines de millions arrivés depuis 50 ans. À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert, à mon avis, d'abord, à masquer l'écrasante responsabilité de l'Occident, États-Unis en tête, dans la demi-douzaine de conflits qui ont généré ces mouvements de masse. Comme le soulignent avec justesse mes camarades NR algériens, la destruction de l'État libyen, par exemple, a fait sauter le verrou du déferlement migratoire de l'Afrique noire. Des millions d'hommes montent vers le nord, envahissant d'ailleurs en premier lieu le Maghreb, où la situation sécuritaire urbaine se dégrade également rapidement. La Libye donc, la Somalie aussi, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan sont autant de pays déstabilisés, au bord du chaos, ou ayant déjà sombré dans l'anarchie totale, la guerre civile et les troubles religieux. De ces zones, des centaines de milliers de gens fuient. À cela, on pourrait presque dire rien d'anormal. Toutes les zones de conflit génèrent des migrations, génèrent des mouvements de population, depuis que la guerre est guerre, on le sait. Mais ces mouvements ne seraient pas si graves si à côté, et je dirais même dans le même temps, les oligarchies au pouvoir n'avaient pas décidé de les importer, d'importer des réfugiés. Première question qu'on peut se poser, et qui est assez intéressante d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'Europe, majoritairement, presque exclusivement, doit être le réceptacle de tous les réfugiés, et quand je dis réfugiés, je suis gentil, en tout cas de tous les gens qui bougent depuis ces zones. Pourquoi est-ce que, par exemple, la péninsule arabique ne pourrait pas devenir une zone d'accueil ? Qatar, Arabie Saoudite en tête. Vous comprendrez bien que dans ma question, il y a énormément d'ironie, et vous savez la réponse aussi bien que moi. Vous la connaissez, aussi bien que moi, c'est tout simplement qu'ils n'en veulent pas, et qu'ils n'en prendront qu'une infime partie, parce que leur objectif n'est pas de recevoir tout ça, avec une solidarité extrêmement limitée de leur part. Et la réponse que l'on peut donner à pourquoi l'Europe ? Eh bien parce que le migrant, il a une mission. Il a une autre mission. C'est celle de permettre la continuité du système capitaliste prédateur. Celui-ci va mal, vous le savez, il se nourrit bien évidemment de la crise, mais le capitalisme en crise, la crise du capitalisme, génère une contestation montante, on le voit bien depuis une quinzaine d'années, sur fond de regain d'attachement identitaire, de regain d'attachement culturel, de mouvements sociaux, de récupération historique, par les Européens eux-mêmes d'ailleurs. Le migrant sert donc à la fois à renouveler une main-d'œuvre consommatoire du capital, parce que des millions de migrants, ne nous y tromperons pas, feront s'effondrer les minima sociaux déjà directement attaqués par le patronat. Il n'est que de regarder les millions de contrats décloisonnés que l'on peut trouver depuis l'Autriche jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et autres, et même
Monsieur Gattaz, comme je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises, qui veut nous vendre ses contrats, ses jobs jeunes, à 80% du SMIC, eh bien, on va trouver là une main-d'œuvre qui acceptera tout à fait d'aller bosser pour 400 € par mois, étant donné qu'ils seront très contents déjà d'échapper à la condition qui est la leur, et en plus de trouver ici un bonheur consommatoire qu'ils n'auraient jamais espéré, x20, x50, x100, ce qu'ils auraient pu gagner sur place chez eux s'ils avaient trouvé du travail. Et puis, on a tout un discours préparatoire, le discours préparatoire institutionnel sur le vieillissement des populations européennes, qui est certes réel, et sur la diminution des populations en âge de travailler, qui lui est aussi réel, mais auquel on pourrait d'ailleurs opposer une possibilité de malthusianisme, de décroissance, de changement de modèle. Non, on ne veut pas changer de modèle. Les oligarchies cherchent à refonder une légitimité du travail sur l'importation de masse immigrée. Pour ça, d'ailleurs, on sait de 2 ou 3 photos de gamins échoués sur les plages, et surtout du mensonge permanent à propos des vagues de migration, des familles fuyant les conflits, des Syriens. Des Syriens ? Des familles ? Non mais sérieux. Le migrant, il est syrien autant que moi, je suis scandinave ou inuit. Les chiffres de l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, que vous pouvez consulter en ligne, montrent que notamment les sondages effectués à la porte d'entrée, une des portes d'entrée de l'Europe, si on peut les appeler ça comme ça, un des robinets migratoires en Grèce, montrent qu'il y a plus de 86 nationalités qui arrivent. Donc 86 nationalités, ça nous fait un tout petit peu plus que les Syriens. Et qu'ensuite, dans ces vagues d'immigration et d'immigrés, la composition n'est pas tout à fait celle qu'on nous avait vendue de ces familles chrétiennes en détresse fuyant la barbarie de Daesh. On a 72% d'hommes de moins de 30 ans. Voilà. Le chiffre est clair. On a donc des armées de jeunes hommes bien portants, avec un appétit sexuel dont Cologne et la moitié de l'Europe du Nord d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à Cologne, dont la moitié de l'Europe du Nord a pu connaître un avant-goût, et 18% de mineurs qu'on qualifie d'enfants, mais qui sont très souvent là aussi des jeunes gens de 14 à 18 ans, sans famille, mineurs, isolés, et qui donc viennent grossir les rangs de cette population de jeunes hommes. Et 12% de familles, 12% de femmes et enfants, ça fait pas énorme, surtout que dans les 12% de femmes et enfants, vous comprenez une partie des 18%. Donc là, il y a un gros mensonge de chiffres. Au final, on nous annonce qu'effectivement, ces gens fuient la guerre en masse, etc., chrétiens, yézidis. Oui, faux. Encore une fois, les chiffres UNHCR sont très clairs. 86% de musulmans. 86% de musulmans. Afghans, syriens, c'est vrai, mais aussi irakiens, en grande masse, libyens, somaliens, tchadiens, érythréens, nigérians, qu'est-ce que j'ai encore sur mon petit listing, camerounais, voilà, etc. On peut allonger la liste à loisir de tous ces gens qui passent les frontières avec cette espèce d'aura syrien fuyant les conflits. Sur les 32 personnes arrêtées à Cologne pour agression sexuelle, vol et violence, 31 étaient des migrants arrivés de fraîche date, le 32e étant un Algérien qui résidait depuis 18 mois en Allemagne. Et sur les 31 personnes arrêtées de fraîche date, 12 étaient afghans. Voilà. Et il y avait quelques Pakistanais également. Donc on est très très loin de ce Syrien fuyant la guerre. Et puis, pour rappel, vous le savez, il y a eu quelques jours une fusillade à Grande-Synthe dans un camp de réfugiés. Cette fusillade, en fait, impliquait des musulmans qui tiraient sur des chrétiens. Donc on voit très très bien qu'on n'est pas du tout dans ce schéma qu'on nous a envoyé. Mais le migrant, en fait, c'est un couteau suisse. Il sert quintuplement, 5, l'oligarchie. Soros, les banques, l'Union européenne dans sa composante industrialo-économique, la chrétienté par le pape, je suis navré de le dire pour mes camarades catholiques, mais je crois qu'ils s'en sont rendus compte. Le pape, les archevêques et plusieurs évêques ont des discours pro-migrants qui sont à la limite du supportable, d'ailleurs qu'ils ne le sont pas pour moi, et qui doivent être à la limite du supportable pour bon nombre de mes camarades catholiques. D'abord, le migrant vient constituer de nouveaux bataillons de travailleurs dociles pour des salaires qu'on a dit tout à l'heure décloisonnés et dérisoires. Pour lui, c'est le jackpot, pour nous, c'est la catastrophe sur le plan social et économique.
Il constitue également un réservoir pro-système, au plan électoral ou sociétal, puisqu'il en est le principal bénéficiaire, comme le mouvement d'action sociale l'a pu le mettre sur les réseaux sociaux. La France, le pays des droits de l'autre, on en est là, on est exactement dans ce schéma-là. Il est le migrant, le bénéficiaire des aides. On lui trouve des millions, on lui trouve des châteaux, on lui trouve des résidences, on lui offre des cours de français, on lui offre des formations universitaires, on lui offre des permis de conduire, il a des bons d'achat pour 120 € par tête de pipe chez Leclerc, etc. Le migrant, mais c'est Noël pour lui ici, enfin Noël, bientôt ça va disparaître cette fête. Mais en tout cas, le migrant pour lui c'est jour de fête permanent en Union Européenne. Le jardin doublé du supermarché, voire même du gynécée, puisqu'il se sert aussi dans le réservoir, malheureusement, de femmes européennes victimes de sa violence. Le migrant est aussi ventilé dans les campagnes, parce que le migrant a aussi un objectif, tuer et métisser les derniers creusets d'identité des peuples. On a un paradoxe assez extraordinaire, où on a des paysans au bord du gouffre qui se suicident, qui font des manifs, qui changent de métier parce qu'ils n'en peuvent plus, qui ont des centaines de milliers d'euros de dettes, et des migrants qui atterrissent dans le même temps par jet privé de l'État, enfin jet officiel, et qu'on installe tout frais payé dans des châteaux sémillants de toutes petites communes, à côté de paysans en train de crever la faim. C'est assez extraordinaire de voir ça. Un État qui reste sourd aux 600 000 derniers paysans de France et qui en même temps installe des gens venus souiller leurs femmes et venus porter la discorde jusque dans les derniers petits villages de France et d'Europe. Mais le migrant terrorise aussi les populations européennes. Il a un effet de terreur de masse. Vol, viol, ce dont je ne suis pas loin de penser que ça arrange les États. Ça permet de hausser la sécurité, en disant on va prendre en charge ces troubles, etc. Encore une fois, on réduit les libertés parce qu'il faut contrôler les migrants, il faut contrôler l'incontrôlable, parce que personne ne le contrôle absolument. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que derrière le migrant, il y a le dissident, derrière le migrant, il y a le contrôle des armes, derrière le migrant, il y a l'étranglement des populations européennes qui cherchent à se défendre. On le voit très très bien avec les directives européennes sur les armes, etc. C'est pas la sécurité des biens et des personnes qui est en jeu. Au contraire, je crois que là, il y a un déni permanent et vous le savez. Et enfin, le migrant vient tuer, pour le plus grand bonheur de toutes les hyperpuissances, il vient tuer le projet d'une Europe puissance. Je ne parle pas là de la saleté administrativo-délirante que représente l'Union européenne. Non, je parle du vrai projet de l'Europe puissance qui ne peut pas se fonder sur autre chose qu'un ethnos vivant et homogène. C'est parce que nous sommes européens que nous pouvons construire un projet européen cohérent. Évidemment, d'autres, ceux qui ont des visées impériales, au mauvais sens du terme, et qui sont des cosmocrators, qui gouvernent plusieurs peuples, je pense là à nos amis russes, à nos amis américains. L'homogénéité ethnique de l'Europe, ça ne les effleure guère, et d'ailleurs, si on pouvait s'en passer et être métissé et dilué, ça les arrangerait beaucoup. Ce suicide rituel de l'Europe, parce que c'est vraiment une mise en coupe, une mise en forme de suicide rituel, auquel s'adonne l'oligarchie pour le contrôle et le profit, a donc bien comme chemille ouvrière le migrant. Le migrant qui arrive pour la seule route des Balkans. Les chiffres sont tombés via nos camarades en Hongrie, enfin en tout cas les organes officiels de la Hongrie et d'autres pays de la zone. C'est 2 à 3 000 jours. Vous pouvez rajouter à peu près la même chose pour la Grèce, et puis sans oublier les routes italiennes et espagnoles, et les arrivées aéroportuaires, bien entendu. Cette 5e colonne qui s'ajoute, encore une fois, il faut le répéter, aux couches précédentes d'immigrés, notamment musulmans, remodèle totalement nos sociétés européennes. C'est à ça que le migrant sert, même le diktat de l'islam, c'est-à-dire cette violence symbolique qui est en permanence en confrontation avec la vieille culture européenne. Je rappelle quand même qu'en Italie, dans certaines cantines de plusieurs villes italiennes, on a arrêté de servir de la vinaigrette, accrochez-vous, de la vinaigrette à table, après la protestation de familles musulmanes qui explique que le vinaigre est une
maturation du vin et donc comporte quelques traces d'alcool. Et donc ils accusaient les cantines scolaires finalement de droguer leurs enfants, de les saouler tout simplement. Et donc dans ces cantines maintenant nous avons de l'huile posée sur la table et du vinaigre posé sur la table et on vous sert la salade à côté. Ce qui veut dire que quand on est un gamin de 12 ans et qu'on mange en 8 minutes parce qu'il y a le match de foot dans la cour d'école, on ne goûtera plus à la vinaigrette. Et c'est comme ça qu'on déculture. Vous me direz que c'est une anecdote, il y en a plein d'autres. Il y a l'archevêque de Milan qui propose qu'on institue une fête musulmane d'ailleurs, institutionnalisée. Ça a déjà été dit en France par d'autres canaux. Voilà, ça c'est la violence qui permet de déstructurer, de déstabiliser, de sidérer, de rendre apathiques les foules européennes. Cela marchera-t-il ? Eh bien, c'est à nous d'en décider. Je passe maintenant à mon deuxième « À quoi ça sert ?» Et vous verrez, c'est lié. À quoi ça sert l'état d'urgence ? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. On est à quelques semaines de sa probable prolongation. Ça fait 1 mois et demi qu'on nous bassine avec la déchéance de nationalité. On peut effectivement se demander à quoi sert réellement un état d'urgence. Alors, les chiffres. 3000 perquisitions, des centaines d'arrestations, des centaines d'armes découvertes, d'assignations à résidence. Pour quel résultat ? 4, je dis bien 4, ouvertures de dossiers d'instruction pour terrorisme. Il y en avait une 5e, mais c'était une belle erreur, et la personne qui en a été victime est en train de se faire rembourser par l'État, d'ailleurs. 4 Waouh ! C'est pas balèze, ça ? 800 enquêteurs sur le dossier Bataclan. Où est-ce qu'on en est ? Où en est-on ? Oui, où en est-on ? L'état d'urgence et son corollaire, la guerre au terrorisme, nous le voyons bien, n'ont pas pour objectif l'éradication du problème djihadiste. Ce qui présupposerait d'ailleurs un règlement du problème de l'immigration et des immigrés musulmans, que par ailleurs on continue d'accueillir, voire mon à quoi ça sert précédent. On continue de les accueillir, donc on ne règle rien. À quoi ça sert cet état d'urgence ? Eh bien, ça sert à installer un état d'exception permanent, dans lequel le juge s'efface au profit du policier et du procureur, et plus précisément du policier politique et du procureur politique. On est dans une forme d'état dérogatoire à la liberté. Le juge s'efface et l'individu est définitivement contrôlé pour son bien. C'est le sadisme ultime. Le contenu vital de l'existence des gens, c'est produis, consomme, tais-toi, tout le reste on s'en occupe. Vous me répondrez qu'on n'a pas besoin d'état d'urgence pour ça, que la docilité des populations, depuis des dizaines d'années, existait déjà avant l'état d'urgence, etc. Alors j'objecte 2 choses. C'est vrai, je ne nie pas. Je nie pas que l'apathie récurrente des populations occidentales permettait déjà un contrôle sans état d'urgence. Mais l'opportunité est bonne à saisir. Je parle de l'issue des attentats Bataclan et compagnie. Parce que ça simplifie le traitement du corps social. L'état d'urgence justifie tout. Plus besoin d'expliquer par des lois qu'on veut aller chercher les méchants nazis sur Internet, donc on va mettre le nez dans Internet, etc. Là, tout est justifié par la guerre à la terreur, la guerre au terrorisme, hop là, donc état d'urgence. En gros, vous n'avez rien à vous reprocher, donc vous êtes obligé de l'accepter, cet état d'urgence. Et 2, oui, il y a une docilité intrinsèque qui a été préparée par l'éducation, par la consommation de masse, etc. Mais les choses peuvent se dégrader. Si dans quelques mois, comme certains le prédisent, et comme il semblerait que beaucoup de choses concourent à le dire, la crise, notamment celle des dettes souveraines, éclate, et que à cette crise économique se surajoute une crise systémique économique et financière encore plus profonde. Elle pourrait avoir des effets dévastateurs. Elle commence déjà à en avoir. Regardez les paysans, regardez d'autres strates de la population. On en parlera dans de prochaines chroniques. On pourrait voir des pans entiers des économies européennes plonger au niveau zéro. Au niveau de vie zéro. Plus rien. Plus d'argent, plus d'entrée, plus de structuration des marchés. À ce moment-là, écoutez bien ce que je dis, à ce moment-là, l'état d'urgence est d'une extrême praticité pour prévenir les troubles, arrêter les leaders, emprisonner les mouvements sociaux et les contraindre et les contingenter à une contestation marginale. C'est une analyse que je vous propose, je la pense plutôt vraie, et je vous engage à être du coup très très vigilant dans les semaines à venir et dans les mois à venir, quand un certain nombre d'indicateurs économiques vont se dégrader, notamment avec la guerre du pétrole, qui est en train de se jouer entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et autres, des pans économiques vont souffrir véritablement des déstabilisations économiques de la Chine et d'autres,
Et nous verrons bien si l'état d'urgence est toujours en vigueur, ce qui ne m'étonnerait pas, ce que ça va donner quand des contestations sociales et qui pourront être violentes vont tenter de se jouer dans la rue. Mon troisième à quoi ça sert découle directement des deux autres. C'est un à quoi ça sert très agacé de ma part, je le reconnais. Vous allez peut-être me trouver bileux et fielleux. Mais dans les heures tragiques que vit notre continent et notre beau pays de France, je crois qu'il est temps de vider les poubelles et de commencer par les nôtres. Vous allez comprendre, parce que ma question est à quoi ça sert un FAF ? Eh bien, je me pose cette question de plus en plus lourdement, surtout à la lecture ces dernières semaines des réseaux sociaux et des échanges qui ont pu avoir lieu sur un certain nombre de thèmes. Je vais y revenir dans quelques minutes. Un FAF, en fait, ça sert avant tout à peupler les zoos virtuels. Zoos, réseaux sociaux virtuels, Facebook, Instagram, Twitter, avec des tas de remarques acides, ironiques, des photos de barbecue, d'apéro, des doigts de pied face à la mer, posés, en vacances, regardez la beauté de cette entrecôte, machin, etc. De se coller aussi en photo avec des t-shirts de groupes de la mort qui tue, hein, des groupes de rock dont le chanteur pourrait être leur fils. Ça sert également à justifier l'expression de branlette esthétique qui n'a d'esthétique que le nom, hein, et qui n'est finalement plus qu'une des modes dont se nourrit le système capitaliste. Branlette. Je suis désolé de ce terme qui sort du caniveau, mais la branlette, c'est le contraire de la mise en action. De toute façon, aucun groupe militant ne trouve grâce à ses yeux, ceux du FAF. De toute façon, il s'est fait jeter de ses mouvements la plupart du temps, où il a même pas tenté d'y rentrer. Ils sont tous trop ceci, trop cela, trop machin, je vous l'avais bien dit, regardez-les, c'est virtuel. Ouais, mais pour dire qu'un groupe est virtuel, il faut déjà être soi-même dans la virtualité. Alors, le FAF aujourd'hui, il a tendance à prendre la pause. Il fait la moue comme une vieille prostituée dont tout le monde se fout d'ailleurs. Quand il ne sert pas à ça, le FAF sert à reproduire ce que le gauchisme et le bolchevisme culturel n'ont pas réussi à produire et qui tendaient à disparaître. Hein. Le marxisme se pète la gueule, pas grave, il y a un groupuscule FAF qui va naître pour aussitôt se revendiquer plus à gauche que la gauche de la mort qui tue, ce qui permet de se légitimer, et pour réactiver quelques fondements marxo, trotsko, etc., tout ce qu'on veut. La classe ouvrière se dissout, c'est pas grave, vous prenez le métro de retard, et vous avez aussi le site Trucmuche, la revue Trucmuche, qui vous font un appel au rassemblement des forces ouvrières de combat, grand soir et petit matin réunis, avec juste 90 ans de retard. L'armée rouge est discrédité dans son propre pays, dont historiquement parlant, hein, eh bien c'est pas grave, on trouvera, comme ça a été le cas cette année, et j'en ai perdu une dent, on trouvera des FAF. Oui, on va trouver des FAF pour aller saluer le 10 mai la victoire de l'armée rouge sur les forces de l'Axe en Europe et de saluer le fait que cette grande armée rouge est venue libérer l'Europe. Les femmes allemandes violées en 1945 apprécieront lourdement, et la moitié de l'Europe qui a été occupée pendant 70 ans appréciera aussi le clin d'œil du FAF occidental assis dans son grand fauteuil en cuir et qui regarde le monde tomber. Libération de l'Europe. On se marre comme des baleines. Bref, voilà. Le problème, c'est que le FAF, il aime surtout le décorum. Hein, il fait des pèlerinages. Alors, selon son goût, il va les faire à Rome, à Moscou, à Berchtesgaden, à Madrid. Mais que des pèlerinages, hein, pas finalement des possibilités de rencontrer des camarades militants, parce qu'il y en a dans toutes les villes que je viens de citer. Il y a des gens très actifs, très sérieux, très entreprenants. Exemple caricatural, celui de Casa Pound, qui ne l'est pas, qui est un mouvement assis sur une notoriété qui elle-même est fondée sur un travail acharné et sur une discipline de fer. Alors Casa Pound, en fait, aujourd'hui, ça sert à aller à un concert, à prendre 3 photos, hein, à tenter un petit self-af avec Gianluca, à se claquer un salut devant un Réa 19 ou devant un bus du Duce, et hop, on est adoubé, ça y est, on y est, on en était, on est des vrais. Non. Pas un mec pour passer une semaine avec une section par exemple et voir comment les gars travaillent, comment les gars sont impliqués, parce qu'eux ils ne s'arrêtent jamais, contrairement à beaucoup d'autres. Parce que le problème du FAF, c'est qu'il a un gros ego, un ego gros comme un Airbus A340. Et comme il doit le déployer quelque part, et parce qu'il sait ce qu'il doit faire, d'ailleurs il le sait mieux que tout le monde, alors il vomit. Il vomit sur tout et tout le monde. Il vomit sur tous ces cons qui sont moins purs que lui et qui bien entendu sont légion.
Parce que le FAF, il n'aime pas gagner, en fait. Il aime surtout pas voir les autres, ceux qui travaillent, ce que j'appelle les militants politiques, qui n'ont rien à voir avec ce profil. Il n'aime pas voir les militants politiques enregistrer des succès, ou au moins voir l'opiniâtreté de travailler à un succès possible. Alors il critique le FAF, il critique secrètement en espérant d'ailleurs que tous les groupes actifs vont se jeter en l'air, vont se casser la figure, et que comme ça il pourra jouir de son sacré je vous l'avais bien dit, c'était des guignols, des farces, etc., etc. En fait le FAF est un vautour qui accourt pour distiller ses petits coups de bec sur le cadavre des militants politiques, ou en tout cas sur les militants politiques blessés par leur opposition au système. Parce que, voilà, le FAF a un ennemi, c'est le militant politique. Oui. Le FAF, en fait, il sert à dissoudre le champ du combat radical. Je vous entends. Oh là là, il va loin, pourquoi il appuie autant, pourquoi il exagère, etc. Eh bien, mon énervement et ma colère viennent de deux exemples, mais parmi tant d'autres ces derniers temps, mais de deux exemples importants. Celui de Bordeaux, notamment, où un camarade, qui a probablement péché par imprudence, mais qui est innocent de toute idée suicidaro, terroriste, coup de main, s'est retrouvé aux prises avec la justice pour détention d'armes, son papa également, etc. Bon. Après analyse, et vous pouvez aller voir les photos, vous les trouverez sur les réseaux sociaux, notamment celle de la gendarmerie de Bordeaux, on découvre que 90% des armes sont des armes de collection, dont une majorité du 19e siècle, des poudres noires, il y a même des mousquets, enfin tout un tas de choses qui servent plus à décorer une belle maison quand on est amateur d'armes anciennes, qu'à fournir, je voulais dire, l'équipement pour des bataillons de l'ordre noir prêts à en découdre, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pu dire sur les réseaux sociaux ? Et ça, c'est la raison de ma colère. Ce mec a été traité de mongol, de débile, par tout un tas de types qui foutent rien de leur journée et qui ne sont que des commentateurs fielleux, hein. On s'est gaussé sur le profil psychologique de son père qui n'est pas du tout un déséquilibré, isolé. Pour ça, il faudrait connaître les gens, hein. Mais on a préféré tout saloper. Voilà, on a préféré tout salir. Autre exemple à Calais. Au lieu d'un soutien total... sur les deux gars qui, à Calais, ont manifesté un geste de survie qui a probablement d'ailleurs empêché leur lynchage. On a pu lire ça et là, Cassos, Prolo, Alcolo en Lonsdale, Skin Mongol, etc. Non mais vous les avez vus, ils ont sorti leurs armes. Ah là 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 là. Mais enfin les mecs, vous avez pensé une seconde que sans ce flingue, sans cette arme de sortie, la centaine de Bolches là, qui conduisaient les immigrés et qui encadraient toute cette haie d'horreur qui arrivait là, eh ben ils allaient tout simplement les lyncher et les péter. Enfin, le type a probablement sauvé sa vie, sauvé les enfants, et il se fait traiter de chiens par tout un tas de petits juges en culotte courte là. Sérieusement, à un moment on se demande si certains mecs et certains commentateurs grosses têtes et petits bras mériteraient pas le sort des bonnes femmes de Cologne. Oui, je suis dur, mais j'en ai un peu ras-le-bol de cet égotisme esthétisant sur leur tour, qui pousse à soutenir objectivement pratiquement les antifas, les migrants, le système. Hein. Gabriele Adinolfi a bien raison de dire que dans la mouvance, et au sens large, hein, il parle au sens européen, il n'y a plus beaucoup de matrices révolutionnaires, mais pratiquement et exclusivement plus que du réactionnaire. Une réaction fade, une réaction d'aigreur. Voilà. Le FAF aujourd'hui, ça sert à cautionner l'inaction, le défaitisme et la docilité. Et pourquoi je suis énervé ? Parce que nous avons besoin d'une génération de militants radicaux, avec un mental d'acier. Nous avons besoin aujourd'hui de gens inaccessibles au découragement, insensibles aux critiques, avec des objectifs clairs et une volonté de faire, qui n'appartiennent à aucune sociologie installée, aucune coterie, aucun copinage virtuel ou pas, mais qui sont animés par la seule volonté de faire triompher leurs idées et surtout de s'opposer aux défis gigantesques que nous avons à relever. À bon entendeur, salut. Je ne vais pas me faire que des copains. Rien à faire. Je crois que le temps est au rinçage, quitte à les faire à l'eau de Javel. Voilà. Sur ces bons mots, et en espérant bien entendu avoir secoué 2 ou 3 kilos de certitude et quelques neurones, je vous salue et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.